Vendredi soir, votre téléphone reste silencieux. Pas d'invitation, pas de projet. La première pensée qui vous traverse l'esprit? Probablement un léger sentiment de panique. Suis-je un loser? La société nous a vendu une idée très précise du bonheur. Il est bruyant, il est social, il est bondé. Être seul, c'est l'antithèse de ce modèle. C'est l'échec, le vide, l'anomalie dans un monde hyper connecté. Mais si cette peur de la solitude n'était qu'un bug dans notre logiciel social, une simple erreur de programmation? Aujourd'hui, on va faire la distinction fondamentale entre deux concepts que tout le monde confond. La solitude subie et la solitude choisie. La première, c'est la solitude qui fait mal. C'est l'isolement, le sentiment d'être rejeté, abandonné. C'est être seul quand on voudrait désespérément être avec les autres. Imaginez être à une fête. La musique est forte, les gens rient, mais vous vous sentez invisible. Vous êtes entouré, mais plus seul que jamais. Ça, c'est la solitude subie. C'est une prison émotionnelle. Personne ne la veut. Maintenant, parlons de l'autre solitude. La version de luxe, la solitude choisie. Ce n'est pas une absence, c'est une présence, la présence à soi-même. C'est fermer la porte au bruit du monde, non pas par peur, mais par choix délibéré. C'est le luxe de pouvoir dire non à une sortie sans avoir à se justifier, simplement parce que votre propre compagnie est plus désirable ce soir-là. Alors, pourquoi notre cerveau est-il si doué pour confondre ces deux états? La réponse se trouve dans notre passé évolutif. Pour nos ancêtres, être seul signifiait être vulnérable. Être exclu du groupe, c'était une condamnation à mort. Le tigre à dents de sabre ne faisait pas de quartier. Notre cerveau a donc développé un puissant signal d'alarme. La peur de l'isolement. C'est un mécanisme de survie. Très utile il y a 50 000 ans. Un peu moins aujourd'hui. Le problème, c'est que ce système d'alarme ne fait pas la différence entre un danger réel, le tigre, et un danger social imaginaire, ne pas être invité à la soirée de Kevin. On en arrive à la notion psychologique d'introversion et d'extraversion, popularisée par Carl Jung. Les extravertis rechargent leur batterie sociale en étant avec les autres. L'interaction les énergise. Les introvertis, eux, rechargent leur batterie en étant seuls. Le contact social, même s'il est apprécié, consomme leur énergie. La solitude choisie n'est donc pas un signe d'associabilité. Pour près de la moitié de la population, c'est simplement une nécessité, un besoin de maintenance. Mais il y a plus. La solitude choisie est le terrain de jeu de notre cerveau. C'est là que la magie opère. Les neuroscientifiques parlent du réseau du mode par défaut, Default Mode Network. C'est un réseau de régions cérébrales qui s'active lorsque nous ne sommes pas concentrés sur une tâche extérieure. Quand on laisse notre esprit vagabonder, ce réseau est crucial pour l'introspection, la créativité, la planification et la consolidation de nos souvenirs. En gros, pour comprendre qui nous sommes et où nous allons. Le bruit constant du monde, les notifications, les sollicitations, tout cela empêche notre réseau du mode par défaut de faire son travail. La solitude choisie, c'est l'équivalent de mettre son cerveau en mode défragmentation. C'est un nettoyage de disque dur mental. Les esprits les plus créatifs de l'histoire le savaient instinctivement. Newton, Einstein, Kafka, ils chérissaient leur solitude. Ce n'était pas un caprice, c'était une condition de leur génie. Einstein disait « La monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif. » Ok, la théorie c'est bien beau. Mais comment on fait concrètement pour apprivoiser et apprécier la solitude dans un monde qui la diabolise? Étape 1, déculpabiliser. Répétez après moi, vouloir être seul n'est pas un crime. Ce n'est pas être méchant, ni bizarre, ni dépressif. C'est reconnaître un besoin fondamental, comme boire quand on a soif. Personne ne se sent coupable de boire de l'eau. La prochaine fois que vous refusez une invitation, ne dites pas « Désolé, je suis fatigué ». Dites la vérité avec confiance « J'ai besoin d'une soirée tranquille pour recharger les batteries ». Étape 2, commencez petit. Nul besoin de partir en retraite silencieuse de 10 jours dans un monastère. Commencez par 15 minutes. Prenez un café seul, sans votre téléphone. Allez marcher dans un parc en vous concentrant sur votre environnement, pas sur un podcast. L'objectif est de briser l'association automatique entre être seul et s'ennuyer ou être anxieux. Étape 3, planifier sa solitude. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est essentiel. Dans nos vies surchargées, si ce n'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. Traitez ce rendez-vous avec vous-même avec le même sérieux qu'un rendez-vous professionnel. Ne l'annulez pas à la dernière minute parce qu'une meilleure offre se présente. Vous êtes la meilleure offre. Étape 4, préparez son environnement. La solitude choisie n'est pas le vide. C'est un espace que vous remplissez intentionnellement. Qu'allez-vous faire de ce temps? Lire ce livre qui prend la poussière, écouter un album en entier, sans interruption, écrire, dessiner, ne rien faire et penser. Avoir une intention empêche votre cerveau de paniquer et de se ruer sur le premier écran venu pour combler le silence. Étape 5. Apprendre à gérer l'inconfort initial. Les premières fois, ça peut être bizarre. Votre cerveau, sevré de sa dose habituelle de stimulation, va protester. Des pensées anxieuses peuvent surgir. C'est normal, ne fuyez pas. Accueillez ces pensées. Observez-les sans jugement.
c'est votre réseau du mode par défaut qui fait le ménage. Laissez-le travailler. Vous verrez qu'après la tempête initiale vient un calme profond, une clarté. C'est là que se trouve la récompense. En fin de compte, la solitude choisie n'est pas un repli sur soi. C'est le contraire. C'est une expansion de soi. C'est en se retrouvant soi-même qu'on peut ensuite mieux se connecter aux autres, de manière plus authentique, plus intentionnelle. On ne cherche plus l'autre pour combler un vide, mais pour partager une plénitude. Un esprit autosuffisant n'est pas un esprit qui n'a besoin de personne, c'est un esprit qui n'a pas peur d'être seul avec lui-même. C'est ça, le véritable luxe dans notre monde bruyant. Ce n'est pas la dernière voiture ou le dernier smartphone, c'est le silence, c'est l'espace. La capacité de fermer la porte, de s'asseoir et de se dire « c'est bon, je suis en bonne compagnie ».